En 1895, Sarah Bernhardt est une reine. Elle est même, dit-on, l'impératrice du théâtre. Mais loin de se reposer sur ses lauriers, elle aime toujours prendre des risques insensés. Elle vient d'acquérir un théâtre à Paris, place du Châtelet, le théâtre de la Renaissance, et pour le lancer, il faut une pièce, ou plutôt un succès. Sarah Bernhardt commande alors à un jeune auteur en pleine ascension, Edmond Rostand, un drame historique tout à sa gloire, intitulé « La princesse lointaine ». Et pour mieux triompher, Sarah s'adresse au grand joaillier René Lalique, auquel elle demande de lui fabriquer une couronne, comme on n'en a jamais vu. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Le trac. Toujours ce maudit trac avant d'entrer en scène. Sarah Bernhardt raconte à qui veut l'entendre que le trac vient toujours avec le talent. Mais ce soir, elle aimerait qu'il la laisse tranquille, ne serait-ce qu'un instant. Dans sa loge, Sarah pose sur son front la couronne que lui a livrée Lalique. Une couronne scintillante, à la fois finement ouvragée et surchargée de pierreries. Mais sa main tremble. Où va-t-elle ainsi ? À la catastrophe ou au triomphe ? Elle se contemple, éblouissante et couronnée dans le miroir. Cette couronne est fascinante. Mais la tragédienne sait que cette parure n'est au fond qu'un bijou de théâtre, un séduisant simulacre, pour faire croire au public qu'elle est une princesse de Tripoli. Ce thème de la princesse lointaine, Edmond Rostand va le chercher aux sources de la littérature du XIIe siècle et notamment auprès d'un prince et poète du XIIe siècle, donc Geoffrey Rudel. Charline Coupeau, docteur en histoire de l'art, gémologue, spécialiste du bijou ancien et chercheuse à l'École des Arts Joailliers. Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte littéraire, la beauté de cette princesse de Tripoli, elle est soulignée par l'omniprésence des bijoux et des gemmes. Et dans cette pièce de Edmond Rostand, il y a la présence d'une couronne. C'est un bijou de scène assez imposant. En fait, on est ici sur une couronne fermée avec un bandeau en métal doré qui est incrusté de médaillons de verroterie colorés qui sont censés donc imiter les pierres précieuses. Le tout est surmonté par 5 motifs trilobés, ornés encore une fois de pierres et de perles fantaisie. Et puis, de part et d'autre de la composition, on va retrouver 2 grands bouquets de lys à semis de perles avec des pistils en verre brillant. Voilà, c'est un bijou qui est imposant, qui magnifie la figure de Sarah Bernhardt sur scène. Dissimulée en coulisses, fébrile, Sarah Bernhardt assiste à l'acte 1. Ce premier acte est tout entier dédié à préparer son entrée sur scène à l'acte suivant, à chanter les louanges de son personnage, à attiser le désir des spectateurs. Soudain, le rideau se lève sur l'acte 2. La scène, décorée comme un palais de contes de fées, mi-médiéval, mi-oriental, est jonchée de lys. Sarah va faire son entrée. Le trac, encore lui serre la gorge. Mais elle sourit. Son désir de brûler les planches est toujours intact, malgré sa carrière déjà longue et ses 51 ans. Une bouffée de nostalgie l'étreint. Elle se souvient de ses débuts au conservatoire, il y a plus de 30 ans. Une actrice est comme une fleur de lys. Sa vie, sa carrière en haut de l'affiche est souvent brève, mais ses émotions ne sont-elles pas d'une intensité sans égale, comme le parfum capiteux de ces fleurs royales ? Acte 2, scène 2, un héros s'écrie « La princesse !» Les portes d'or s'ouvrent, Sarah Bernhardt paraît, revêtue d'un lourd manteau surchargé de pierreries de toutes sortes, le front ceint d'un tressoir de perles.
Autour d'elle, des enfants portent des gerbes de lys. C'est elle! Oh, quelle grâce inattendue elle a! Dans les perles de l'Inde et les lys, voyez-la! Oui, s'amuse Sarah Bernard en entrant en scène, parée de sa couronne étincelante. Voyez-moi. Sarah Bernard, c'est quelqu'un qui possède un véritable goût pour les bijoux qu'elle porte à la ville comme à la scène, et c'est quelqu'un qui aime les bijoux extravagants, qui va faire appel à des joailliers qui ont un univers de création très exubérant, si je puis dire. Les bijoux font partie des excentricités attendues des grandes actrices, des grandes tragédiennes, que l'on peut définir comme des croqueuses de Cara, comme des grandes collectionneuses de bijoux. Il n'est pas rare qu'elles portent sur scène des bijoux leur appartenant ou ayant été offerts par certains admirateurs ou certaines institutions. C'est le cas notamment de la Comédie Française. Donc, de cette manière, on a des bijoux qui assurent sur scène une certaine notoriété, une certaine renommée. Et cette idée, elle est vraie pour Sarah Bernard, mais d'autres tragédiennes du 19e siècle vont également participer en fait à cette inflation du bijou sur scène. Les bijoux des actrices leur permettent aussi une prise de pouvoir en quelque sorte, puisque dans leur rapport aux bijoux, les grandes actrices, les grandes comédiennes, finalement, elles sont collectionneuses, mais elles jouent aussi un rôle de mécène, puisqu'elles vont pouvoir promouvoir des artistes de leur temps qui arrivent à les magnifier sur scène. Acte 2, scène 3. Sarah Bernard, changée en Mélissinde, dégrafe nerveusement son manteau. Elle déclame. Manteau brodé, stélé, gémé, toi qui m'écrases de Corindon, de Chalcédoine, d'Idocrasque, de jaspe, de béryl, de grenat syrien, de tous ces vains cailloux, de tous ces riches riens. Manteau, fardeau, sous qui je ploie et deviens blême. Elle le laisse glisser de ses épaules à terre. Elle émerge dans une gaine blanche. Sa servante Sorismonde ramasse son manteau. Sarah Bernard lui tend alors sa couronne. Prends mes perles aussi, tout ce qui me déguise. De quelques lys prestamment arrachés à la gerbe, elle se coiffe. Me voici coiffée à peu près à ma guise, de quelques fleurs encore perlières de la nuit. La princesse lointaine a droit à de vives critiques. En vain, Madame Bernard dramatisa-t-elle son entrée en arrachant ses manches blanches, écrit un journaliste anglais un brin perfide. Mais la pièce est un succès public, car les spectateurs adorent Sarah, pour son audace et ses excès, sa démesure. Les journaux raffolent aussi de l'exubérance de sa vie privée, sa ménagerie, ses singes et ses fauves apprivoisés, ou encore le cercueil dans lequel elle prétend dormir pour mieux ressusciter. Le rideau tombé, Sarah Bernard retire sa couronne. Elle ne tremble plus. Le trac s'est envolé. Mais pas ses angoisses. Malgré le succès public, la princesse lointaine est en effet un gouffre financier. En déposant sa couronne dans sa loge, Sarah songe qu'elle devra peut-être, encore une fois, vendre certains de ses bijoux pour régler ses dettes. Un autre cruel journaliste a pu écrire « Sarah Bernard n'a de relation fidèle qu'avec ses créanciers ». Mais Sarah s'en moque. L'appel du théâtre est trop grand, son parfum trop puissant. Il est comme les lys contre lesquels en vain sa servante Sorismonde la met en garde dans la pièce. Vous vivez trop parmi les lys. Les lys sont blancs, les lys sont fiers et purs, mais les lys sont troublants. Oui, à la fin, on ne sait qui, du théâtre ou de Sarah Bernard, brûle et ensorcelle l'autre à jamais.
cette histoire de Sarah Bernhardt avec les bijoux, elle ne s'arrête pas avec la princesse lointaine, puisque finalement, on va retrouver Sarah Bernhardt en 1900 dans une nouvelle pièce écrite par Edmond Rostand qui s'intitule L'Aiglon. Et Rostand va, encore une fois, faire appel à René Lalique pour la réalisation de la couverture du livre qui contient le texte de la pièce, ce futur succès théâtral. Et Lalique choisit d'orner la couverture du livre d'un aigle, un aigle en or majestueux qui reproduit en fait un bijou qu'il a récemment créé et que Sarah Bernhardt a elle-même acquis lors de l'exposition universelle de 1900. Ce qu'il faut retenir finalement de la princesse lointaine, c'est ce trio que forment Sarah Bernhardt, Edmond Rostand et René Lalique, qui sont restés complices finalement au fur et à mesure et qui étaient lancés sur les voies du succès, chacun donc dans leur domaine. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, interprété par Marina Hans de la Comédie Française, avec la participation de Charline Coupeau, docteur en histoire de l'art, gémologue, spécialiste du bijou ancien et chercheuse à l'École des Arts Joailliers. Écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian et produit par Bababam.